Là, pas besoin d'attendre que roulez pas bien pour aller mieux. Garde un peu dans ton langue, n'en a trop de frein pour être heureux. Là, pas besoin de reprendre que roulez vilain et malheureux. Ou vie c'est où qui commande, et qu'un rien vit près d'envieux. Bonjour, je me retrouve aujourd'hui au Jardin de l'État et je suis en compagnie de Brigitte Fumagalli. Brigitte s'est formée à la médecine traditionnelle chinoise et avant de parler un petit peu de ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise, voilà. Brigitte, bonjour déjà, merci de nous recevoir. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de quand tu as démarré ton activité à La Réunion? Je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise depuis bientôt 18 ans. J'ai été en métropole auparavant, entre autres. Je suis restée longtemps dans un village de Provence, à la Tour d'Aigle, près de Pertuis, où j'ai tenu un cabinet où j'exerçais la médecine traditionnelle chinoise dans son intégralité, à savoir l'acupuncture, le tuina, l'ostéopathie, accompagnée des autres techniques qui sont les qigong, la diététique, la pharmacopée. Voilà, et toutes les autres techniques d'approche. Oh, tu t'es formé vraiment à beaucoup de choses. Voilà, c'est assez large la manière dont tu t'es formé. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, c'est très vaste en fait. Donc j'ai fait une formation complète en médecine traditionnelle chinoise. Que j'ai par la suite enrichie avec d'autres formations. Par exemple, les huiles essentielles et l'aromathérapie. Également les techniques du Sachen, la psychologie du Tao. J'ai approfondi en tuina également. Voilà, donc j'en oublie sans doute. Brigitte, qu'est-ce qui t'a intéressé en fait dans la médecine traditionnelle chinoise? Qu'est-ce qui t'a poussé à te former à cette approche-là? En fait, un bon nombre de choses. Déjà, j'ai toujours été attirée par l'Asie. Pour une raison, on va dire, indéterminée. J'ai toujours été attirée par l'Asie. Au début, c'était plus l'Inde, parce qu'on parlait beaucoup de l'Inde et pas beaucoup de la Chine. Mais à l'adolescence, j'ai eu l'occasion de pratiquer des arts martiaux. Donc ça m'a accrochée et j'ai plus jamais arrêté. J'ai passé par différentes formes d'arts martiaux et d'arts énergétiques. Tu as commencé par quoi? J'ai commencé par... qu'est-ce que j'ai fait en commencer? J'ai fait de la self-défense, jujitsu. Après j'ai fait karaté, j'ai fait iaido, j'ai fait ryokan. Et en fait plus tard la découverte du qigong a été vraiment une révélation. Je me suis dit je veux faire ça tous les jours. D'accord. Donc pourquoi je me suis intéressée à la médecine chinoise? C'est parce que quand on pratique des arts énergétiques, systématiquement, on a l'occasion d'apprendre, on nous montre tel point, c'est important d'avoir telle attitude. Donc au fur et à mesure, je voulais en savoir plus. Également, ce qui m'a poussée ici, c'est que dans mon métier, dans mes différents métiers, j'étais en contact du public et très fréquemment, on me demandait des conseils. Où on venait me raconter son histoire et on venait me dire j'ai ceci et cela qui ne va pas. Et bon, j'avais toujours une solution dans la poche pour la bonne raison que ma mère était plus ou moins guérisseuse. Ou sa grand-mère, ou du moins dans la famille, il y a plusieurs guérisseurs. Et ma mère avait toujours une solution pour tout le monde, aussi bien pour la famille que pour les voisins. Et je l'accompagnais fréquemment, aussi bien à la cueillette des plantes ou à la préparation des aliments cultivés dans le jardin, que pour aller aider les voisins âgés, aussi bien pour faire leur ménage, leur toilette, que pour faire les piqûres, etc. J'étais toujours avec elle dans ces cas-là. Donc j'avais cette attirance pour le soin. Et le côté, il faut que je trouve une solution, c'est aussi mon père, parce que c'était la maison du débrouille-toi avec ce que tu as. Voilà, pour des raisons de moyens du bord. Voilà un petit peu ce qui m'a amené à la médecine chinoise. En fait, aussi dans mon parcours professionnel, à un moment, je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup, que je travaillais tout le temps. Et que, à un moment, mon fils a eu besoin de moi et j'ai
fermé ma boutique, même si c'était une période où c'était pas bien de fermer. J'ai fermé ma boutique pour aller le voir. Et quand je suis revenue, en fait, pour lui, ça a été vite solutionné. C'était une affaire d'étudiant où il ne comprenait pas trop, il n'était pas trop bien dans sa peau. Ça a été très vite solutionné. Mais à mon retour, je me suis dit, mais il y en a une qui a besoin, qui s'occupe d'elle, c'est toi. Donc à partir de là, j'ai vraiment décidé de vendre la boutique. J'exploitais une boutique de prêt-à-porter à l'époque. J'allais te poser la question. Et donc j'ai vendu cette boutique, ça a pris un temps. Après j'ai pris un temps de repos dont j'avais bien besoin. Et là j'ai commencé à étudier le Qigong déjà. J'ai trouvé une formation en Qigong que je pratiquais déjà avec d'autres personnes sur mon secteur. Et n'ayant pas en fait trouvé tout de suite la formation de Qigong que je souhaitais poursuivre pour être moi-même, comment on dit déjà, praticienne, c'est ça, instructeur. J'ai commencé une année en médecine traditionnelle chinoise à l'IMTC en me disant au moins j'apprendrai des choses, je ne perdrai pas mon temps. Voilà, je voulais occuper mon temps. Alors, juste pour les auditeurs, en fait, l'IMTC, c'est dans l'Institut de médecine traditionnelle chinoise. Je salue d'ailleurs Thierry Vinet. À l'époque, c'était son père René Vinet qui était le directeur. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai beaucoup d'estime et de reconnaissance pour René Vinet parce que sans lui, sûrement, je ne serais pas là à pratiquer la médecine chinoise. Puisque c'est difficile, au début c'était difficile pour moi, puisque j'avais déjà 40 ans. Donc étudier, reprendre des études alors que j'en avais très peu fait ou presque pas, c'était pas facile. Et René a été très encourageant. Et puis je le voyais tellement passionné et se donner à fond pour transmettre sa passion que voilà, j'ai été contaminée. D'accord. Et donc au bout de 3 mois à l'IMTC, j'ai su au fond de moi que j'allais continuer. Voilà. La formation à l'IMTC a duré combien de temps, ta formation? Alors, la formation à l'IMTC à la base c'est 4 ans, moi j'en ai fait 5 parce que j'ai redoublé une année. D'accord. Et voilà. Qu'est-ce que ça t'a le plus apporté en fait cette formation? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Alors la médecine traditionnelle chinoise est basée sur la philosophie du Tao, sur le taoïsme. Et le taoïsme et la médecine chinoise, de ce fait, nous apportent une vision du monde complètement différente que ce qu'on connaît en Occident. Voilà, médecine. Et c'est une vision holistique où tout est dans tout est un et un est tout. Donc ça donne une dimension à la fois élargie et microscopique et macroscopique des choses. Donc ça ouvre beaucoup d'horizons. Ce qui m'a plu aussi en médecine chinoise, c'est vraiment quelque chose d'important. À un moment, ma mère était inquiète de me voir partir tous les week-ends. Elle ne savait pas où j'allais, en formation, voilà. Et après lui avoir prêté un livre sur le sujet, elle m'a dit « Vas-y, je te soutiens ». C'est exactement ce que disait ma grand-mère. La médecine chinoise est naturelle. Elle est basée sur la nature, sur l'observation de la nature, comme le taoïsme. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui change dans la vision d'un praticien en médecine chinoise? Qu'est-ce qui change dans sa manière d'aborder la personne qui vient nous consulter d'un médecin occidental traditionnel? Mais en fait, ça change du tout au tout. Soit dit en passant, je ne suis pas médecin. Ça change du tout au tout. Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, on va se baser sur les concepts de la médecine chinoise, qui sont d'abord, ce que je disais tout à l'heure, le Tao, qui représente le tout, et le Qi, qui est tout. Le Qi, c'est une seule chose. À l'intérieur, il y a différentes formes de Qi, Qi énergie. Ce tout, pour qu'il y ait du mouvement, il se partage en 2 phénomènes. Vous voyez mon petit geste qui évoque le yin et le yang. Le yin et le yang sont 2 polarités de la même chose, qui se contrarient et se combinent pour amener les mouvements. Et c'est ce qui amène la vie. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. Donc après, il y a d'autres concepts qui se greffent là-dessus, qui sont la théorie on dit Wuxing, qui veut dire 5 mouvements, 5 éléments, plus connus sous le nom des 5 éléments. Cette théorie-là, elle est vraiment très large et très complète, puisqu'elle comprend la théorie du yin et du yang, la théorie de 5 éléments, c'est-à-dire 5 entités et mouvements spécifiques, qui sont associés à
tout ce qu'on peut classifier dans la nature, aussi bien les saisons, les saisons, les couleurs, les aliments, la nature, et également les organes, les entrailles, et les mouvements de l'énergie dans le corps. Donc toutes les fonctions du corps peuvent être analysées à travers les 5 mouvements, les 5 éléments. D'accord, le Wutxing. Wutxing, 5 éléments. D'accord. Lorsque, imaginons une personne en fait qui vient te voir et qui est un peu grippée, qui est un peu malade, et on va dire que ça fait un petit peu, allez, ça fait 5 jours que ça dure. Comment est-ce que tu vas l'aborder? Comment ça va se passer une séance avec cette personne? Alors la première des choses, c'est, je vais prendre des renseignements sur qu'est-ce qu'elle éprouve. Parce que je suis grippée, pour moi, ça ne me parle pas vraiment. C'est quels sont les symptômes. Est-ce que le nez est bouché, pas bouché? Est-ce qu'il y a de la toux, pas de la toux? C'est là depuis 5 jours, ça a commencé comment? Comment ça a évolué? Est-ce qu'il y a eu du froid ou de la chaleur qui est rentrée à la base? Parce que grippe, angine, c'est proche, et à savoir si c'est de la chaleur ou du froid qui est rentré, qui est venu perturber. Donc qu'est-ce qui a perturbé l'organisme à la base? Comment ça a évolué? Et là où on en est, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se présente? Et à partir de ce bilan énergétique, que l'on peut appeler diagnostic, comparé aux éléments de médecine traditionnelle chinoise et des normalités connues, qu'on a bien sûr appris, on va pouvoir voir quels sont les dérèglements. D'accord. On devra aussi tenir compte de la personne qui est en face de nous. Son âge, sa corpulence, de ce qu'on sait d'elle d'une façon générale. Et justement, une fois que tu as observé les dérèglements, ensuite, le traitement consiste en quoi? Alors le traitement sera choisi par rapport au diagnostic. Le diagnostic dialectique en médecine traditionnelle chinoise, je vais vous donner un exemple. Ça peut être atteinte externe de froid, puisque tu m'as parlé de grippe, atteinte externe de froid qui a des retentissements, alors soit sur le poumon s'il y a de la toux, soit sur la digestion, ça peut être le cas. Au bout de 5 jours, ça provoque plus des courbatures. Les courbatures, c'est au début. Donc on le sait, ça aussi. S'il y a des courbatures, c'est qu'il y a autre chose. Donc une atteinte externe, c'est quelque chose qu'on va pouvoir éliminer assez rapidement. Les 5 jours pour une atteinte externe, c'est déjà un petit peu long. Ok. Donc là, on fait l'hypothèse qu'il y a une atteinte aussi interne. Voilà, c'est-à-dire que la maladie commence à rentrer à l'intérieur du corps. Donc on a des théories pour étudier l'invasion de la maladie à l'intérieur du corps. L'invasion du froid, théorie des 6 couches. L'invasion de la chaleur, théorie des 4 couches. Invasion de la chaleur humidité, théorie des 3 réchauffeurs. Donc il y a une théorie adaptable à chaque situation. Et ensuite, en fonction de ces théories-là, il y a un traitement qui est proposé à la personne. Avant de passer au traitement, je vais parler de maladies externes. Il ne faut pas oublier d'évoquer les maladies d'origine interne. La maladie d'origine interne, elle va pouvoir s'installer pour 2 raisons. Déjà, il y aura un dérèglement ou une faiblesse au niveau, on va dire, de la constitution pour être vague, pour être vaste, mais peut-être d'un système énergétique. Et donc, elle va s'installer à la faveur déjà d'un dérèglement. Et la maladie interne est, c'est bien connu maintenant dans notre monde moderne, beaucoup provoquée par ce qu'on appelle les émotions et les sentiments. C'est-à-dire par comment on vit les choses, comment on les absorbe et comment on arrive à gérer les situations. Source de beaucoup de maladies. Et c'est ça, quand tu parlais d'internalité de la maladie, c'est ça. C'est ces émotions-là, c'est cette capacité que l'on a à gérer ou pas ces émotions. Non, c'est pas la capacité de gérer les émotions. La maladie va pouvoir rentrer si justement on n'a pas la capacité de gérer correctement. Et je crois que personne n'a la capacité de gérer toutes ses émotions et tout ce qui se produit dans la vie. Attention, j'ai bien aussi expliqué au début que ça va s'installer en plus si on a un dérèglement au niveau du corps. Sachant que souvent les deux vont de concomitance, on dit, à savoir que si je suis contrariée, peut-être je ne vais pas manger, ou alors je ne vais pas dormir, et donc évidemment la maladie va pouvoir s'installer facilement. Oui, il y a vraiment un terrain interne qui crée les conditions pour favoriser la maladie ou pas. Quand on étudie d'ailleurs les concepts fondamentaux, c'est une formation que je propose, on étudie les causes de maladies. Alors on voit
au fur et à mesure quelles sont les causes de maladies en médecine chinoise. Et il y a un bon nombre de maladies. Et après, comment les différents éléments se combinent entre eux. Tout à l'heure, tu as parlé de la théorie des réchauffeurs, des 3 réchauffeurs, la théorie des couches. Il y a combien de théories au total dans la médecine traditionnelle chinoise? Combien de théories au total? Okay, en fait, il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Parce que celle-ci, c'est celle qu'on aborde, on va dire, quand les études sont déjà bien avancées. On commence toujours par aborder la notion du tout, de l'énergie, du yin, du yang, des 5 éléments. On commence vraiment par ça. On étudie aussi, donc dans les 5 éléments, il y a beaucoup à faire parce qu'on va étudier les saveurs, nature et tropisme des aliments et des produits de pharmacopée qui vont permettre de rééquilibrer. Donc il y a beaucoup à faire déjà avec ça. Et on va étudier quelles sont les causes de maladies. On va commencer à étudier la prise des pouls, qui est vraiment particulière à la médecine chinoise. On va commencer à étudier l'observation de la langue. Et donc on va commencer à étudier les éléments de diagnostic. D'accord. Donc ça, c'est dans la formation que tu proposes sur les concepts fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise. Je propose en fait deux niveaux de cette formation. Une qui va amener de la théorie, mais en fait c'est vraiment de la théorie sérieuse. C'est pas une petite approche superficielle. On va quand même déjà assez profondément. Oui. Et donc une formation sur 4 jours et une autre formation sur 6 jours où ça permettra à ce moment-là d'étudier les méridiens et les points d'acupuncture, de commencer à les étudier parce que c'est quand même long. Mais la personne qui veut, qui s'y intéresse, peut continuer d'étudier à la maison en ayant déjà ce bagage-là. En 6 journées seulement. C'est rien du tout. C'est vraiment l'initiation. Oui. C'est une initiation, mais quand même. Oui. Très condensée. Très condensée. Oui. De cette pratique de la médecine, donc de la médecine traditionnelle chinoise, qu'est-ce que tu en as retiré personnellement comme bénéfice? Personnellement, elle m'apporte beaucoup en fait au quotidien, elle m'a apporté beaucoup tout au long de ce trajet, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est une vision du monde et des choses qui est différente. Ça m'a donné des réponses à nombreuses questions, des questions de mal-être par exemple, et personnellement elle a donné un sens à ma vie, et j'ai vraiment, oui je l'ai dit précédemment, j'ai vraiment pris la passion de cette médecine chinoise. Et quand on a une passion, c'est bien connu, la vie est plus belle. Bien sûr. Oui, c'est important d'avoir une passion. Mais en fait, je voudrais dire aussi, même si ça fait quand même partie de la médecine chinoise, puisque la psychologie fait partie de la médecine chinoise. Trouver une passion, ça c'est pas d'une minute à l'autre. Il faut aller commencer les choses. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec la médecine chinoise. Tout doucement, je me suis approchée. J'ai commencé une formation. C'est une formation, on s'inscrit tout de suite pour l'année complète. Donc c'est coûteux, c'est un engagement important. Et j'avais pas la passion au début. Hein. Et à la fin du premier trimestre, je savais que j'avais continué, mais j'avais pas encore la passion non plus. Donc la passion, ça se cultive, ça s'acquiert au fur et à mesure. Il faut commencer à faire les choses et les faire avec conscience, bon cœur, engranger les connaissances. Et quand on commence à avoir des connaissances, on commence à se sentir à l'aise. Et à ce moment-là, la passion s'installe. Et vous lâche plus. Merci, c'est très détaillé. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des... Donc là, tu as parlé des bénéfices personnels que tu en tirais. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des bénéfices que les personnes qui viennent te voir en retirent de la médecine traditionnelle chinoise? Alors là, j'ai tout de suite envie de dire que la médecine chinoise n'a plus rien à prouver. C'est une médecine qui a plus de 4000 ans et qui fonctionne tellement que de nombreuses thérapies s'en sont inspirées, et c'est une bonne chose. Et tous les outils fonctionnent. Alors les outils, je ne les ai pas cités. Il y a l'acupuncture, la digitopuncture, les tuina qui concernent massage et mobilisation, donc une forme d'ostéopathie. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a les mouvements aussi, les qigong et les tai chi font partie de qigong, fait partie à part entière de la médecine chinoise. Et ce que moi j'enseigne et ce qui me tient le plus à cœur, c'est justement des qigong à visée thérapeutique, c'est un petit peu un grand mot, mais
préventif par rapport à la santé, ce qui est une intention forte du taoïsme, maintenir la vie et prolonger la vie. Qu'est-ce que j'ai pas cité encore parmi les outils? Tout est important, le style de vie, les habitudes, à quelle heure on mange, à quelle heure on dort. Donc le praticien en médecine chinoise donne de nombreux conseils à la personne. Donc des conseils aussi en diététique, donne des conseils aussi en remèdes. En médecine chinoise, ce sont les remèdes de pharmacopée. J'avoue que j'utilise aussi, je vous le disais, la phytothérapie locale et également l'aromathérapie, et également l'oligothérapie, qui est aussi une façon d'équilibrer les organismes. Voilà. Les Qigong. Ah oui, il ne faut pas oublier aussi les moksas, qui sont une particularité de la médecine chinoise. Donc les moksas. Le moksha, c'est de l'armoise, c'est une plante, armoise vulgaire. Donc toutes les armoises ne sont pas dangereuses et nocives. Celle-ci, elle est utile dans ce cas-là. En métropole, elle ne pousse pas à La Réunion, je pense pas. J'en ai pas que je sache. Mais en métropole, elle pousse très fréquemment, un peu de partout, et elle est très connue des anciens, et surtout des anciennes, puisque c'est une plante qui fait circuler le sang. Donc pour les femmes et les menstruations, c'est quelque chose de très utile. Les moksas sont faits donc avec cette plante qui est séchée, broyée, compactée, et qu'on va faire brûler, et qui va nous servir à chauffer des points d'acupuncture de différentes façons, soit avec un bâton comme un gros cigare, qui va nous servir à réchauffer le point comme ça directement, on appelle ça becquetage. Soit on va compacter un petit peu d'armoise sur le manchon de l'aiguille d'acupuncture et puis le faire brûler, ça va chauffer le point d'acupuncture. Donc l'armoise a pour propriété de faire circuler le sang et de réchauffer. Donc il faut l'utiliser lorsqu'il y a besoin de réchauffer et de faire circuler. Donc voilà, il faut savoir pourquoi on utilise. On utilise aussi les ventouses. Oui. Alors les ventouses, qui sont connues aussi de nos grands-mères et qui reviennent un petit peu au goût du jour, puisque on appelle ça le cupping maintenant, pour donner un style un petit peu plus moderne et anglophone. Les ventouses ont toujours été utilisées par les Chinois, souvent en complément de l'acupuncture. Leur particularité, c'est de chasser le vent et le froid. Donc si la maladie est de type chaleur, on n'utilise pas de ventouses. On peut aussi les utiliser en vue d'amaigrissement, par exemple sur les cuisses. On peut les utiliser en vue d'amaigrissement pour se débarrasser de la peau d'orange. Voilà, c'est toujours important d'avoir fait un diagnostic au préalable. D'accord, sous-entendu en fait la peau d'orange est froid et donc du coup on utilise les ventouses pour réchauffer. Alors la peau d'orange n'est pas vraiment froid, mais ça a besoin de faire circuler. On a besoin de faire circuler. La ventouse fait un appel d'air, fait un appel de chair à l'intérieur. Et ça va provoquer la même chose que le palpé roulé, ou que certains appareils qui s'en sont inspirés d'ailleurs dans les instituts. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais donc en médecine chinoise, on fait à la main et avec les ventouses. Il paraît qu'en cas de douleur physique, l'utilisation de ventouses peuvent diminuer beaucoup de la douleur. Oui, presque toujours. Presque toujours en Chine, lorsque les personnes viennent pour des douleurs, douleurs d'épaule qui sont fréquentes, douleurs des genoux, on fait massage, acupuncture et ventouse derrière, parce qu'elles font circuler le sang. D'accord. Ça répond à un concept qui est permanent en médecine chinoise. S'il y a une douleur ou un problème, le sang et l'énergie ne circulent pas. Alors on ne sait pas encore pourquoi, les ventouses ne seront pas toujours utiles. Mais par rapport à une douleur, par exemple au genou ou une douleur d'articulation, la ventouse va faire circuler le sang et l'énergie, donc rétablir un flux régulier et donc harmoniser la circulation et l'énergie. Et donc du coup la douleur. Et soulager, voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Donc tout à l'heure tu nous as parlé de comment se passe en fait une séance type. De façon générale, une personne en fait qui vient avec une douleur chronique. Est-ce que en combien de temps combien de séances de médecine traditionnelle chinoise il faut pour qu'elle puisse être soulagée d'une manière qui lui satisfasse complètement? Les Occidentaux, nous on est pressés. En Chine, on dit il faut 10 séances. Systématiquement, ils mettent 10 séances. La médecine chinoise est tellement efficace que parfois en une seule séance, on débarrasse une douleur. Ça m'est arrivé assez fréquemment. Et donc
on va dire que ça a un inconvénient parce que la personne va rentrer chez elle, elle va dire « ouais, elle m'a soulagée en une seule séance ». Et quelqu'un d'autre va revenir en disant « moi je vais te soulager en une séance ». Mais c'est pas pour tout le monde que ça fonctionne comme ça. Donc moi je conseille quand même de laisser un petit peu plus de temps et de faire pour quelque chose de chronique au moins 3 séances. Et ça permet déjà de débarrasser pas mal de choses. Après, c'est à la personne de voir si, on va dire, l'amélioration qu'elle a obtenue lui suffit ou si elle veut aller plus loin. Parce que ça se produit aussi. Bien sûr. Parfois, on vient pour une douleur. Quelqu'un, par exemple, qui est venu pour une douleur de hanche. Au début, on a mis un peu de temps parce que c'était assez important. Je ne sais plus combien de séances on a mis, mais plusieurs. Et cette personne continue à venir parce qu'on travaille en fait tous les autres facteurs de qui il est. La médecine chinoise, en fait, c'est un outil de connaissance de soi parce qu'on donne beaucoup d'informations et beaucoup de suggestions pour changer ses habitudes de vie. Donc petit à petit, on change des choses dans sa vie et puis on s'aperçoit que ça fonctionne. Donc on a envie de continuer. Donc il y a des personnes qui aiment bien venir régulièrement pendant un temps. Tout à l'heure, en fait, tu parlais de la médecine chinoise qui est fondée sur les principes, sur les préceptes en fait du taoïsme. Oui. Est-ce que tu pourrais nous toucher quelques mots par rapport à ça et faire le lien avec justement qu'est-ce qui fait que la personne finalement elle guérit en se conformant au principe du Tao? Intéressante cette question. Intéressante la question, Romy. Et oui, parce que tout le mystère de la guérison, en fait, pour une guérison, il faut que tous les éléments soient rassemblés. Voilà, quels éléments? Déjà, il faut que voilà, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de facteurs qui font que déjà que la personne soit elle-même demandeuse et volontaire. Ça, c'est déjà un des éléments. Et qu'elle se donne les moyens. Parce que le thérapeute va faire des choses, mais si elle prend des choses en charge, faire des qigong, faire des mouvements, ou peut-être aller marcher dans la nature, ou je sais pas, suivre des conseils, changer des choses dans son alimentation, accepter de prendre régulièrement une pharmacopée, parce que pharmacopée, c'est pas en 3 jours qu'on va y arriver, c'est pas un cachet d'aspirine. Donc si la personne accepte de faire cette prise en charge, on arrivera à une amélioration. Maintenant, guérison, on sait tous, surtout toi Romy qui est psychologue, que c'est plus complexe que ça. que tout ce qui constitue un individu, c'est vaste, parce qu'il va venir déjà dans son incarnation avec des éléments ancestraux. Il va venir dans une famille où il va enclencher ou imprégner des informations qui vont lui servir de base pour sa vie. Il va fonctionner avec ça, tant bien que mal. Et justement, tant bien que mal. Et donc, il va falloir, au fur et à mesure, apprendre à se connaître, ce qui est important. Apprendre à connaître non seulement son fonctionnement mental, émotionnel, mais aussi connaître son corps. Et par exemple, au niveau des boissons, ou ce qu'on mange le soir, vous savez, la tablette de chocolat devant la télé, ça moi, ça m'est égal, c'est très bon d'ailleurs pour la gourmandise, mais ça ne vous fait pas bien dormir. C'est pas très bon pour dormir. Comment tu expliques que c'est pas très bon pour dormir? Le chocolat est déjà tonique. Oui. Il a un côté tonique. Après, il a un côté... chaque aliment a ce qu'on appelle un tropisme. C'est-à-dire qu'il va vers un organe ou... enfin, il a une direction particulière dans le corps. Le chocolat, il va au foie. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que le chocolat, c'est, entre guillemets, pas bon pour le foie. Mais bon, manger modérément, c'est bon, c'est très bon. Au contraire, c'est même parfois très bon. C'est tonique. Et ça va un petit peu stimuler le foie. Mais comme tous les aliments, on dit en médecine chinoise, l'aliment qui est bon pour un organe en petite quantité et quand c'est souhaitable, va l'aider. Mais s'il est pris en excès, il va le léser. Donc le chocolat en excès le soir au moment d'aller dormir, c'est-à-dire rentrer dans le yin, ça va provoquer un yang, déjà qui va faire que peut-être vous dormirez moins bien. Mais également ça va aller au foie, qui peut-être, il aurait été déjà pas mal sollicité dans la journée, et ça va peut-être le surcharger. Voilà, les fêtes approchent, manger du chocolat. Pour le taoïsme et pour la médecine chinoise, rien n'est bon ni mauvais. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est pas Shakespeare aussi qui dit un truc dans le genre.
Rien n'est bon ni mauvais, selon déjà dans quel état d'esprit on le mange, et selon la conscience et la quantité, voilà, si ça correspond. Manger des glaces et des aliments crus en hiver, en métropole, alors que la neige commence à tomber, c'est pas une bonne idée. Pour quelle raison c'est pas une bonne idée? Parce que c'est froid. C'est froid. Le froid est à l'extérieur, vous mettez du froid à l'intérieur. J'allais dire, ne vous étonnez pas si vous avez des symptômes qui vont être aggravés par le froid. Comment est-ce que tu expliques que dans les pays chauds, justement, style Maroc ou Tunisie, ils prennent des boissons chaudes alors qu'il fait chaud? Parce que ça fait sortir la chaleur, ça fait transpirer. Et la transpiration, justement, permet d'évacuer la chaleur. Oui. Aussi parce que le froid, à l'intérieur du corps, se transforme en chaleur. Vous savez, quand vous commencez à être enrhumé, vous avez d'abord le nez qui coule, un peu des courbatures. Et puis le lendemain, ça y est, vous commencez à avoir la fièvre. Peut-être même le soir même. Ou la gorge rouge. Ça, c'est de la chaleur. Symptômes de chaleur, origine de froid. Et le traitement sera différent. En médecine chinoise, on ne va pas traiter de la même chose. Un mal de gorge d'origine de chaleur. Ou si vous avez pris mal à la gorge parce que vous êtes resté sur la plage toute la journée et que vous avez pris un coup de chaud, vous revenez, vous avez mal à la gorge. C'est pas la même, c'est pas le même traitement. Quels sont les est-ce que tu pourrais nous citer 2 à 3 principes du taoïsme? D'autres principes du taoïsme. Directement liés justement à la médecine. Préserver sa vie, préserver sa santé, autrement dit faire de la prévention, faire en sorte de vivre vieux. Aussi parce qu'on considère que la sagesse vient avec l'âge. Quand on parle de sagesse, on voit toujours des vieux sages avec des barbiches, des gens qu'on 100 ans et plus. Donc si on brûle son énergie trop rapidement, on n'aura pas le temps nécessaire, parce qu'il faut du temps pour faire les choses. Dans le taoïsme, on dit qu'il faut du temps pour faire les choses. Quand tu dis brûler l'énergie, tu entends quoi exactement? De toute façon, à partir du moment où on est né, on commence à consommer l'énergie. Oui. Dès qu'on a, j'allais dire, mis le pied sur le sol, mais c'est pas tout à fait le cas. Dès qu'on est né, on commence à consommer l'énergie. Mais on produit de l'énergie. Donc si on balance, c'est un peu comme un compte en banque, souvent je prends ce modèle, si on balance les entrées et les sorties, ça va aller. Donc au fur et à mesure, on va progresser, les organes vont fonctionner plus, on va produire de l'énergie et on va pouvoir le dépenser. Mais si on consomme et qu'on ne produit pas suffisamment, évidemment, on va s'épuiser. Ceci dit, quoi qu'il arrive, la vie est un cycle, un mouvement, c'est ce qu'on dit aussi dans le taoïsme, qui a un début et une fin. Et donc forcément, au fur et à mesure qu'on avance en l'âge, la production d'énergie se ralentit. Donc c'est comme ça. On retourne à la Terre. La production, comment est-ce qu'on peut consciemment produire de l'énergie? Alors ça fait partie de la théorie, des théories aussi qu'on apprend dans les concepts fondamentaux. Qu'est-ce qui fait fonctionner le corps? En médecine chinoise, on parle du sang, de l'énergie et des liquides organiques qui permettent les fonctions. Pour produire ces éléments-là, on a besoin que les organes soient en bon état de fonctionnement. On a besoin d'avoir une alimentation qui nous correspond et qui correspond à nos besoins et à la société. Et j'ai perdu mon fil. Pardon. Et pour produire l'énergie. Voilà. Ah oui, le troisième point. Souvent je dis aux élèves en Qigong, parce qu'en Qigong je donne beaucoup d'explications. On n'a pas beaucoup de moyens pour produire de l'énergie. On a l'énergie de la nourriture et l'énergie de l'air inspiré. Le troisième élément, c'est l'énergie ancestrale. Je fais ça parce que c'est contenu. On dit dans le système énergétique lié au rein, dans le Dantian. Donc avec cette énergie de base, renforcée par la nourriture, l'air inspiré et bien assimilé par des organes en bon fonctionnement, va produire de l'énergie. Donc il faut veiller à sa qualité de vie. Donc respirer, c'est important. En Qigong, on respire. D'où l'intérêt, quand on pratique le Qigong, de faire attention à sa respiration, ses mouvements et puis son intention. Son intention, ah ouais, voilà.
Romy, t'as envie que je te parle des pouvoirs d'intention? Pouvoir d'intention. Je pense que ça peut intéresser. Ah oui, pouvoir d'intention, c'est quelque chose qui est vraiment mis à l'ordre du jour et encore je trouve qu'on n'en parle pas assez, il faudrait en parler beaucoup plus. La capacité qu'on a de produire les événements dans notre vie et donc la capacité qu'on a à quand même relatif contrôle sur ce qui se passe chez nous. Je dis relatif parce qu'on n'arrive pas toujours bien à contrôler. Mais cette idée-là, on appelle yi en médecine chinoise, c'est l'intention en fait. L'intention, ça fait partie de la même énergie que la pensée. La pensée, l'idéation, la capacité d'ordonner les choses dans sa tête, dans sa pensée, et la capacité, si on est entraîné, à produire des intentions. Exemple, dans les Qigong, puisqu'on va rester médecine chinoise, on peut faire circuler l'énergie dans les trajets que l'on veut. Et ça marche vraiment. Même si quand on est débutant, on ne le sent pas, je vous garantis que c'est vrai, au bout d'un moment, on le sent. Et là, on est émerveillé, on dit, mais oui, ça marche. À force de répétition, on y arrive. Et donc, on peut orienter l'énergie comme on veut. Mais avec les techniques modernes, les façons modernes auxquelles je m'intéresse, bien sûr, on peut aussi focaliser son intention sur un organe ou sur une partie du corps qui est atteinte. Par exemple, j'ai mal à l'épaule, imaginons, c'est pas le cas, mais j'ai mal à l'épaule. À l'inspiration, j'inspire, évidemment avec mon nez, mais mentalement, je conduis une lumière dorée ou une poussière dorée dans mon épaule, en inspirant par le nez. À l'expire, je souffle avec la bouche, une fumée grise ou une poussière grise. Et je fais ça un temps, et je le refais tous les jours, jusqu'à amélioration. Ça aide à vivre. Ça aide à vivre. Donc le pouvoir d'intention, oui, la loi d'attraction, oui, j'y crois. Et en tout cas, c'est un bon moyen pour ne pas rester dans la fatalité et rester inquiet et triste devant les situations. Ce sont des bons outils. En tout cas, c'était vraiment très enrichissant, Brigitte, de t'écouter parler de la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites rajouter par rapport à ce thème? D'autres messages importants pour toi à faire passer, à communiquer? Non, quand je commence avec la médecine chinoise, je ne m'arrête plus. Si quelqu'un me relance sur un sujet, ça peut durer. Voilà, c'est vraiment passionnant. Et bon, je ne dis pas que je connais tout non plus, mais quand même, je connais quand même un certain nombre de choses. Et puis, si je ne connais pas, je vais vite aller dans un livre ou je vais approfondir, je vais chercher. Je fais ça en permanence. J'aime beaucoup, voilà, c'est peut-être ça que j'ai envie de dire. J'aime beaucoup rechercher. J'aime beaucoup faire de la recherche et j'aime beaucoup informer et transmettre. J'ai été formatrice dans une école et je donne aussi ici à Saint-Denis quelques formations sur les concepts fondamentaux, le Twina et une formation en aromathérapie actuellement. Même si c'est pas de la médecine chinoise, ça accompagne très bien. Voilà, je donne des cours de Qigong également, et également dans les écoles, ça j'apprécie beaucoup. Saint-Denis est une ville moderne qui a organisé des animations pour les enfants dans les écoles, dans une rubrique qui s'appelle Art énergétique. Donc moi je propose Qigong méditation, d'autres proposent du yoga, du tai chi et d'autres arts énergétiques. Et je trouve que c'est très formateur pour les enfants, c'est une bonne base dans la vie. Et je pense que ça, c'est vraiment une très bonne chose. J'avais envie de ça depuis longtemps. Saint-Denis me donne l'occasion. Et apprendre dès le plus jeune âge, ou dès que possible, les moyens de se connaître et de s'autoréguler. C'est l'avenir en fait. Souvent je parle de prévention et voilà, c'est un bon moyen de préparer nos enfants à faire face aux situations de la vie. Brigitte, tout à l'heure tu parlais de cet approfondissement que tu as fait par rapport au livre. Et je crois que tu écris un livre en ce moment, toi aussi. Non? Ah oui, j'en ai. Il est sur quel thème? J'ai déjà un beau travail de fait sur les points d'acupuncture. C'est un gros travail qui n'est pas terminé, qui sortira peut-être un jour, je ne sais pas. Voilà, j'ai d'autres projets aussi. Et comme écrire, c'est un peu laborieux pour moi. Tout est laborieux de toute façon, tout demande du travail. J'aime bien aussi travailler aux enregistrements et j'ai quelques projets aussi
dans le sens cours enregistré, formation enregistrée. Voilà. En même temps, je travaille sur un blog pour communiquer aussi à plus de monde. Et aussi, j'en profite pour faire un petit coucou à tous mes amis qui sont en métropole, toutes les personnes qui m'ont connue en métropole et qui seront contents d'avoir aussi, et qui sont déjà contents d'avoir des informations via le blog. Si des personnes en fait qui regardent cette vidéo sont intéressées par les cours de Qigong ou bien des consultations en fait avec toi, comment est-ce que ils peuvent te contacter, quand est-ce qu'ont lieu les cours Qigong et pour les séances, comment est-ce qu'ils peuvent faire en fait pour en prendre une avec toi? Alors les séances c'est sur rendez-vous. Ouais. Donc à Saint-Denis, je pratique la médecine traditionnelle chinoise, le Tuina. Je fais pas d'acupuncture, extrêmement rarement. Je pratique toutes les autres disciplines ici à Saint-Denis, sur rendez-vous, donc je l'ai dit. Également, je propose des consultations en ligne qui sont basées plus sur la psychologie du Tao et accompagner les personnes à justement gérer leur qualité de vie. En ligne, je travaille avec le Skype, ce qui fait qu'il est tout à fait possible d'apprendre des mouvements ou des respirations spécifiques à son problème. Donc j'ai déjà des clients qui sont satisfaits de cette fonction. J'ai un rendez-vous ce soir d'ailleurs. Quelqu'un qui a déjà consulté avec moi. Super, est-ce que tu as un numéro de téléphone auquel les gens pourraient te joindre et puis le nom de ton site internet? Alors mon site c'est Harmonie Santé Tao ou Harmonie Tao et mon téléphone c'est 06 93 97 03 14. Je pense que ça il faudra l'écrire, ça sera mieux. Donc Brigitte, merci beaucoup du temps que tu nous as consacré et merci pour cette richesse et puis cette richesse en termes d'information, en termes de savoir et puis pour tout ce que tu nous as communiqué. Si tu avais, juste avant de se quitter, si tu avais 3 conseils à donner aux gens justement pour pouvoir améliorer ou bien maintenir leur bien-être, leur santé. J'ai une idée qui me vient tout de suite. Déjà, on est encore dans l'année du serpent jusqu'au 30 janvier. L'année du serpent, elle a plusieurs directions. Vous pouvez aller trouver sur internet ou taper année du serpent. Vous allez avoir des informations. Mais j'ai envie de vous encourager, puisqu'on parlait tout à l'heure de passion et d'apprentissage et de connaissances. L'année du serpent, c'est une année très bonne pour commencer une formation ou pour engranger des connaissances. Donc formez-vous, c'est un bon moyen pour dynamiser sa vie et pour justement trouver une passion ou approfondir une passion et créer peut-être une activité ou un service qui peut aider les autres, rendre service aux autres. Et vous faire plaisir avant tout. Ça c'est déjà le premier conseil. Le deuxième conseil, je suis moins souriante parce qu'en fait je pense à quelqu'un récemment qui m'a dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les gramounes, pour les personnes âgées qui sont seules, qui ont des douleurs. Et j'ai fait comme ça, parce que je me suis dit donc mon conseil c'est n'attendez pas d'être vieux, n'attendez pas de ne plus pouvoir bouger pour pouvoir faire des choses pour vous. Bien sûr on peut toujours aider les personnes âgées, on peut toujours les aider, les encourager, mais les journées sont courtes et c'est souvent ce que j'entends parmi mes clients, c'est mes parents sont âgés et je n'ai pas assez de temps pour m'en occuper. Ça c'est regrettable, mais on peut que le regretter. On doit aussi travailler, gagner notre vie, s'occuper de nos enfants, etc. Donc, nous-mêmes, en tant qu'adultes, pas encore trop vieux, prenons-nous en main et faisons des choses pour entretenir notre santé. Même si on commence à 50, à 60 ans, c'est pas grave. Mais commençons maintenant, n'attendons pas. Et si on a 20 ans, 15 ans, c'est encore mieux. Mais commençons à connaître son fonctionnement et à faire en sorte de savoir le réguler. Ça c'est le deuxième conseil. Jamais 203 comme on dit. Si tu avais un troisième conseil à donner, je réfléchis, qu'est-ce que ça va être le troisième conseil? Troisième conseil, les choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie, faites de votre mieux pour pouvoir les changer. Déjà. Et ça va avec. Si vous avez des rêves, faites en sorte de les réaliser. Personnellement, j'avais réalisé le rêve d'avoir une boutique de prêt-à-porter. Après, j'ai réalisé le rêve de venir vivre à La Réunion.
et de pratiquer le Qigong sur la plage, ce que je réalise tous les samedis. Et chaque samedi, je me dis, n'oublie pas que tu avais rêvé de ça. Parce que parfois, j'ai pas très envie de me lever comme tout le monde. Et je me dis, rappelle-toi que tu avais rêvé de ça. Et c'est vrai que ça me donne l'envie d'y aller. Et puis, bon, j'apprécie à chaque fois. Voilà. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. C'est une dernière information liée à la médecine chinoise, à la psychologie également, psychologie du Tao. Parmi les mouvements de l'énergie, puisqu'on parle toujours d'énergie et de mouvement, au niveau des émotions, la tristesse va vers le bas. La peur, ça resserre. Hein? Le souci, ça fait tourner en rond. Et la colère, ça agite. Tout ça, ça ne fait pas vraiment du bien. Il y a une seule de ces énergies qui nous élève et qui nous fait partir vers le haut, c'est la joie. C'est la seule énergie qui nous fait monter vers le haut. Voilà. Donc, merci Brigitte pour ces conseils. Donc, merci de votre écoute. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci Romy. Là, pas besoin d'attendre que roulez pas bien pour aller mieux. Garde un peu dans ton langue, nana trop de frein pour être heureux. Là, pas besoin de reprendre que roulez vilain et malheureux. Ou vie c'est où qui commande, avec un rien vivre envieux. Ouais.